Bienvenue pour le 7-8, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité locale. Il est 18 h si vous nous rejoignez en direct et premier invité de ce 11 mars, Jacques Costil, bonsoir. Vous êtes le vice-président, secrétaire général de l'Association française pour la recherche sur les trisomies 21. Une campagne de communication vient d'être lancée à quelques jours de la journée internationale de sensibilisation. Voici l'une des affiches de cette campagne mettant en scène des enfants. La différence est une chance, c'est le nom de l'opération. Vous nous en parlerez d'ailleurs tout à l'heure. Vous restez avec nous en plateau. On va regarder à présent les principaux titres, quelques-uns des sujets que nous allons développer au cours de cette édition. Les suites des échauffourées à l'espace Saint-Quentin survenues vendredi soir. Une jeune policière a été blessée, la sécurité a été renforcée. Il y a 2 ans, jour pour jour, c'était la catastrophe nucléaire de Fukushima. Ce samedi, une chaîne humaine pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire s'est déroulée à Paris, à laquelle ont pris part des associations locales. Nous en parlerons tout à l'heure. Il s'appelle Kim Jong-ho et pour les adeptes du taekwondo, c'est une sommité. Il est l'ancien président de la Fédération internationale et il était ce week-end au gymnase Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Portrait également à suivre ce soir de Guy Brochot, licencié à l'ES Guyancourt depuis 1946. Il a été joueur, entraîneur bénévole. Il est toujours présent au bord des terrains. Le football, c'est tout simplement une raison de vivre pour lui. Et puis le rendez-vous sport en seconde partie d'édition comme chaque lundi. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Et au programme de cette édition du 11 mars. Nous parlerons tout d'abord du 4L Trophy. Je recevrai l'équipage saint-quentinois de retour de ce raid humanitaire réservé aux étudiants qui traversent l'Espagne et le Maroc. Qui nous raconteront leur expérience inédite. Au menu de ce 7-8 sport également de l'éco-trail. Cette course éco-responsable qui part de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour aller à Paris et sous la Tour Eiffel et qui peut aller jusqu'à 80 km et qui se déroule ce week-end. Et puis comme d'habitude, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Le sport dans une petite demi-heure, donc une information météo tout d'abord avant de découvrir le premier reportage de ce soir. Alerte orange, neige et verglas en ce moment dans le département des Yvelines. La neige qui devrait tomber aux alentours de 22 h, surtout dans le nord du département. Jusqu'à 10 cm attendus par endroit. L'alerte devrait être levée mercredi à 1 h du matin. Des violences donc vendredi dernier à l'espace Saint-Quentin, le centre commercial de Montigny-le-Bretonneux. Une quarantaine de jeunes s'est opposée aux forces de l'ordre. Une adjointe de sécurité de 21 ans a été blessée au visage. Elle souffre de brûlures considérées comme sérieuses. Sur place, la sécurité a été renforcée pour éviter de nouveaux débordements, de nouveaux incidents. Catherine Zulato pour les explications. Vendredi soir, échauffourée au sein de l'espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux entre une quarantaine de mineurs âgés de moins de 15 ans et des policiers. Bilan, une jeune policière blessée à l'œil. Dès samedi matin, une réunion s'est tenue entre le directeur de l'espace Saint-Quentin, Hervé Degnaud, et le commissariat de Guyancourt. 2 personnes supplémentaires ont été affectées à la sécurité du centre, en complément des 5 agents de sécurité et les patrouilles de police renforcées pendant ce week-end. Pour le directeur du centre, c'est un épiphénomène, mais qui demande que l'on reste vigilant. Il rappelle d'ailleurs que 140 caméras surveillent le site, commerce comme parking, des caméras qui viennent d'être changées. Le centre commercial accueille 13 millions de visiteurs à l'année. 21 mars 2013, deuxième journée mondiale de la trisomie 21, décrétée par l'ONU. La trisomie qui en France concerne entre 50 000 et 65 000 personnes. Depuis le 6 mars, vous avez déjà découvert les visages de Sarah, Sixtine, Virgile et Foucault. Ils ont entre 4 et 7 ans. Ils sont atteints par la trisomie. Ils sont à l'honneur d'une nouvelle campagne de communication autour du slogan « La différence est une chance ». Jacques Costil est donc le premier invité de cette édition. Vice-président, secrétaire général de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. J'aimerais votre sentiment sur cette campagne que vous n'avez pas pilotée, vous n'en êtes pas le responsable, mais vous êtes forcément interpellé lorsque vous voyez ces visages qui s'affichent avec cette campagne. La différence est une chance. C'est une campagne qui a déjà commencé l'année dernière d'ailleurs. L'an dernier, le mot d'ordre, c'était... C'était pas le même slogan. C'était pas le même slogan, tout à fait. Voilà, tout à fait. Mais c'est une campagne lancée par la Fondation Nos Jeunes depuis 2 ans. Et bon, moi, bien sûr, on est pour ce genre de slogan. Moi, mes slogans sont ne restez pas différents à la différence, et nos différences sont nos richesses. Donc tout ça, ça parle de différentes cultures, différents handicaps, et voilà, que tout le monde puisse apporter quelque chose à l'autre.
La différence est une chance, c'est le nom de la campagne de cette année. L'an dernier, le mot d'ordre que j'ai retrouvé, trisomique et alors. Voilà, c'était le mot d'ordre de la campagne lancée en 2012 par un collectif de parents. En fait, c'est eux qui sont à l'initiative de ces campagnes avec un double objectif, modifier le regard du public sur les personnes trisomiques et aussi informer le plus grand nombre sur cette pathologie. Est-ce qu'on connaît mal encore aujourd'hui la trisomie 21, selon vous? On avance toujours tout trop doucement. On connaît mieux déjà. Actuellement, il y a 2 études qui sont en cours, une à Saint-Étienne et une en Espagne pour améliorer le cognitif sur le gène DIRK1A à base de thé vert, mais c'est déjà quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois et bon, c'est toujours en cours. On aura peut-être des réponses l'année prochaine, d'ici 1 an, pas avant. Ça n'avance pas assez vite pour vous, justement? C'est évident. Ça n'avance jamais assez vite quand on n'est pas... Qu'est-ce qui freine la recherche aujourd'hui? C'est le manque de fonds? Il y a un manque de fonds, ça c'est évident. Il n'y a aucun fonds public. Le Téléthon ne reverse aucune somme à la recherche sur la trisomie 21. À part l'argent privé qui sont prélevés, soit par la Fondation des Jeunes, soit par la FRT, et on travaille en collaboration justement pour faire avancer la recherche. À part cela... c'est un peu un parent pauvre. Bon, la seule chance, c'est que dans la trisomie 21, c'est un des chromosomes où il y a le moins de gènes. Donc, ça permet d'avancer. On avance pas à pas. Et voilà, les colloques vont nous permettre justement d'annoncer quelques avancées, puisqu'on a des chercheurs de renommée qui viendront à ce colloque, notamment le matin. Et dont le thème, c'est... Colloque que vous organisez 22 et 23 mars, en écho justement à cette journée du 21 mars, journée mondiale décrétée depuis 2 ans par l'ONU. Tout à fait. Voilà. Le thème de la matinée, c'est quoi de neuf en 2013 ? Donc, ça, c'est assez parlant. Et donc, on a le docteur Thiel de Lyon qui viendra. Il y aura le professeur London, Sicard, Delabarre, qui a découvert. Delabarre, c'est lui qui a découvert le gène DIRK1A en travaillant sur les souris et qui pouvait améliorer le cognitif avec un complément de thé vert. À qui va s'adresser justement ce colloque que vous allez organiser 22-23 mars? Il s'adresse sûrement à des parents, mais il s'adresse également à des médecins, les médecins généralistes à qui j'ai sollicité. Je sais qu'il n'y en a aucun inscrit actuellement, mais c'est dommage parce que les médecins généralistes ont des consultations de personnes atteintes de trisomie 21 et on sent bien, quand on s'adresse à un médecin généraliste, qu'ils connaissent mal les handicaps en général de toute façon. Je crois qu'ils ont dans leur cursus d'études de 4 heures sur le thème du handicap, donc c'est très peu, malgré la loi 2005 qui oblige une étude plus approfondie sur les handicaps. Bon, les anciens médecins restent toujours les anciens médecins. Vous vous battez depuis de nombreuses années, on vous a reçu à plusieurs reprises sur ce plateau. Par votre combat, de votre situation personnelle, vous êtes concerné par cette trisomie 21 également. Ouais. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'être un peu isolé, de vous battre un petit peu seul en fait, quand vous nous expliquez que les médecins ne sont pas assez formés, qu'il n'y a pas assez de fonds pour la recherche également. Ouais. Il est difficile de se battre pour vous ? Oui, parce que on a toujours peur de la sensibilité de l'autre et de la peur de la trisomie, c'est toutes les femmes qui sont enceintes ont aussi peur de les jeunes femmes à qui on annonce un handicap ou autre, effectivement, elles sont touchées. Et donc c'est toujours difficile, c'est toujours délicat d'approcher ce genre de... Parce que la trisomie fait peur encore aujourd'hui. Alors justement, nous sommes allés poser cette question. On va faire une petite pause dans cet entretien. Nous sommes allés poser la question à quelques Saint-Quentinois. Quel regard portez-vous sur les personnes atteintes de trisomie 21 ? C'est aussi l'objet justement de changer un petit peu les mentalités, aussi bien de la campagne de communication dont nous parlions tout à l'heure que de l'opération que vous organisez 22 et 23 mars prochains. C'est vraiment une maladie qui handicape les enfants, parce que c'est principalement les enfants. Des fois, on voit des gens, effectivement, qui se déplacent mal ou qui ont une figure différente des autres, et du coup, ça peut entraîner du mépris. C'est encore mal perçu par les gens, je pense. Encore très mal accepté, je pense, aussi.
Et je pense qu'il y a des gros efforts à faire de ce côté-là. Il faut essayer d'éduquer les gens pour que justement cet enfant-là se sente mieux dans sa peau et puisse progresser dans sa vie de tous les jours. Comme pour tous les handicaps, je crois que moi y compris, tout le monde a un peu de mal. En fait, tant qu'on n'est pas confronté à ça ou handicapé soi-même, je pense qu'on n'a pas un regard assez ouvert encore, à mon avis. Un regard assez ouvert, ça confirme ce que vous nous disiez tout à l'heure. Tout à fait. Justement, j'invite toutes ces personnes à venir à ce colloque. L'entrée est gratuite et donc ça leur permettra de mieux connaître cette forme de handicap qu'est la trisomie 21 pour nous. Mais il y a certainement d'autres formes de colloques qui sont faits pour d'autres formes de handicap, qu'ils aillent justement, que la population prenne conscience que mieux connaître, c'est mieux aborder la personne aussi. J'aimerais revenir sur la recherche également. Est-ce que la recherche, malgré tout, malgré le retard qui est pris, les difficultés pour mener la recherche, est-ce qu'il y a tout de même des améliorations thérapeutiques, par exemple, pour le quotidien aussi de ces personnes qui sont touchées par la trisomie 21 ? Pour le moment, non. En un mot, c'est ça, rien. L'éducation a avancé parce qu'il y a différentes formes de prise en charge d'éducation qui a évolué dans le temps. Et donc, il y a différentes personnes atteintes de trisomie 21, notamment, qui arrivent à obtenir des diplômes actuellement. Mais bon, moi, je sais que mon fils ne sait pas parler, ni écrire, donc c'est difficile, quoi. La compréhension reste difficile pour lui. Donc, rentrer en contact, c'est par moments aussi difficile pour nous. D'où la nécessité d'une telle journée, le 21 mars, c'est la journée mondiale autour de cette question de la trisomie, de sensibilisation. Le lendemain, vous avez rendez-vous à Versailles, 22-23 mars, pour l'opération que vous menez avec l'Association française de recherche. Vous organisez souvent des rendez-vous. Il y a celui-ci qui est prévu à Versailles. Il y en a eu quelques-uns par le passé aussi, des garden parties organisées à Montigny-le-Bretonneux, donc toujours dans le département, pour récolter des fonds. Oui. Vous avez un petit peu arrêté ces opérations-là. Et puis sur la fin, il était plus difficile aussi de récolter des fonds. Il y avait moins en moins de personnes. Il y avait moins en moins de personnes, mais l'organisation telle qu'elle était faite permettait peut-être de récupérer plus d'argent. Donc c'est aussi, on avait un bon partenaire qui est le restaurant La Fontaine. Donc voilà, je leur fais la publicité parce que c'est vrai que c'est par ce genre de manifestation qu'on pouvait récolter de l'argent. Donc vous pourriez l'organiser à nouveau ? On pourrait, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais c'est une question de temps aussi. C'est énormément de travail pour une personne seule, dans son petit coin, derrière son petit ordinateur, à préparer les billets de tombola et tout, pour minimiser le coût d'organisation et en récupérer le maximum. Donc c'est tout un travail, voilà, c'est pas facile. Et c'est le travail que vous menez depuis des années. Merci d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci. On va rappeler les dates, vendredi 22 mars 20h30, samedi 23 mars 20h30, 9h à 18h en revanche pour le deuxième jour, à l'hôtel de ville de Versailles, ce rendez-vous que vous organisez. Et puis cette campagne aussi de sensibilisation qui a débuté depuis le début du mois dont on parlait tout à l'heure. On peut peut-être en voir une des affiches avec ces différents enfants, Sarah, Sixtine, Virgile et Foucault, entre 4 et 7 ans. La différence est une chance. Vous vouliez ajouter quelque chose pour conclure ? Je voulais vous dire aux téléspectateurs qu'éventuellement, s'ils souhaitent venir, ils peuvent s'inscrire en allant sur notre site à frt.fr. Et il y a un bulletin en ligne, ils peuvent s'inscrire directement. Merci Jacques Costil, merci à vous. Nous continuons cette édition du 7-8 en ce lundi 11 mars, alors qu'aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Des manifestants se sont réunis à Paris durant ce week-end à l'appel du réseau Sortir du nucléaire. Ils ont formé une chaîne humaine pour dénoncer les choix du gouvernement. Parmi eux, des résidents de Saint-Quentin-en-Yvelines, des membres de collectifs locaux. Guillaume Camps et Claire Cambier les ont rencontrés à leur départ en gare de Montigny-le-Bretonneux. Gare de Montigny, samedi dernier. Le soleil était au rendez-vous et ses militants anti-nucléaires aussi. En tout, une vingtaine de personnes. Direction Paris pour grossir l'une des chaînes humaines qui encerclait les lieux de décision sur le nucléaire. Pour ces Yvelinois, le Sénat. Un événement national organisé par le collectif Sortir du nucléaire, 2 ans après la catastrophe de Fukushima. Esther a connu près de chez elle un accident sur une centrale et est convaincue de la nécessité d'une transition énergétique. Je trouve ça une technologie très, très dangereuse.
Je viens de la Hongrie où j'ai vécu la catastrophe de Tchernobyl. J'ai peur pour nos enfants et je trouve qu'une négligence humaine est toujours possible. Collectifs et partis politiques présents rejoignaient ces propos. Parmi eux, Europe Écologie Les Verts, pour qui la présence du parti au gouvernement n'empêche pas des prises de position contre le pouvoir en place. Ce sujet du nucléaire, il faut qu'on continue, nous, dans la rue, à faire pression. Et le fait qu'il y ait des ministres au gouvernement ne nous empêche pas d'avoir une opinion qui est beaucoup plus volontariste que ce que le Parti socialiste met en œuvre aujourd'hui. Le train arrive, il est temps d'y aller pour ces militants. D'après les organisateurs, ils étaient 20 000 dans la capitale, 4 000 selon la police. Selon un sondage IFOP pour Ouest France, 42% des Français se disent inquiets à propos des centrales nucléaires.